Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse et FAQ après la victoire du Barça. Assez facile contre Osasuna. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Avant de regarder les petites séquences vidéo que j'ai sélectionnées, on va commencer par la passing network, la pass map des joueurs. Ça c'est la première mi-temps donc, et on voit, vous voyez ici, il y a Dani Olmo et Fermin Lopez qui, donc il y a plus de 11 joueurs sur le terrain évidemment, mais il y a eu le changement donc ça compte un peu les deux. Mais on voit que Fermin Lopez avait évolué en tout cas plus ou moins dans la même zone que Dani Olmo, en tout cas au moment où il se faisait des passes, parce qu'évidemment comme je vous l'ai déjà dit, mais ça c'est pas forcément la heatmap. La heatmap c'est les déplacements des joueurs, la position des joueurs sur le terrain. Ça, la passing network, c'est la position des joueurs quand ils se faisaient des passes. Donc là on voit par exemple, enfin quand ils faisaient des passes à leur coéquipier, tout simplement. Quand on voit Pedri ici et De Jong, on voit qu'ils sont vraiment l'un sur l'autre quasiment. Ce qui veut pas dire que pendant tout le match, on va le voir après dans les séquences vidéo, ça veut pas dire qu'ils étaient l'un sur l'autre tout le temps. Mais au moment où ils faisaient des passes, ils évoluaient dans cette zone. Donc ce qu'on voit par rapport à d'habitude, évidemment, c'est ici dans cette zone, dans ce demi-espace gauche, il manque un joueur, disons. Gavi plutôt bas, ce qui nous a permis d'avoir énormément de contrôle dans le match d'hier, mais ce qui nous a enlevé un petit peu un joueur qui évolue dans cette zone. On voit ici par exemple Dani Olmo ou Fermin Lopez jouent plus haut quand même que Gavi. Gavi qui était très proche de Pedri et De Jong, plus proche que au final Fermin Lopez. C'est pour ça que des fois Ferran Torres il se décalait un petit peu dans cette zone là à gauche, parce que ça faisait un peu deux attaquants avec Dani Olmo, Fermin Lopez et Ferran Torres. Donc ce qu'on voit par rapport à d'habitude, c'est des échanges de passes déjà entre Ferran Torres et le milieu de terrain. C'est quand même assez rare quand il y a Lewandowski en 9. On voit Lewandowski, souvent il est assez esselé et il n'y a pas beaucoup d'échanges entre lui et le reste de l'équipe. On voit qu'il est assez seul généralement. Donc là, on voit un Ferran Torres qui est un peu plus participatif au jeu, ce qui n'est pas forcément étonnant. On voit Baldé qui est utilisé principalement comme ailier gauche, on va dire, même s'il n'est pas aussi haut qu'un Lamine Yamal qui est très souvent haut. Ça c'est volontaire, on a un Lamine Yamal qui occupe une zone très très haut sur le terrain pour essayer de garder, on va dire, ce danger, on va dire, assez haut sur le terrain et faire en sorte qu'il soit en 1 contre 1 face à son vis-à-vis. Mais bon, voilà, un Baldé qui prend le couloir gauche, mais qui est un petit peu moins haut que Lamine Yamal, qui n'est pas forcément comme un attaquant pur et dur, évidemment. On a Koundé ici, on le voit, qui participe au jeu, on va le voir de toute façon dans l'analyse, mais principalement, évidemment, Eric Garcia et Nilo Martinez, qui, on voit, plus les cercles sont gros, plus le nombre de passes est élevé. On voit ici, une passe, plus de 50 passes, on voit que plus le rond est gros, plus les joueurs font des passes. Donc on a surtout le quatuor, on va dire, comme d'habitude, de toute façon, les deux centraux, Inigo Martinez, Chancel Koubarsi ici, c'est un peu pareil. Là, c'est Garcia, Pedri et De Jong. Vraiment, c'est eux qui font le jeu. C'est ce quatuor-là, ce carré ici au milieu de terrain qui te permet d'avoir une grosse domination avec des défenseurs qui participent énormément au jeu, évidemment. Donc, Koundé assez bas, presque comme une défense à 3, on va dire. Évidemment que c'est asymétrique. On n'a pas vraiment une pure défense à 3 non plus. Koundé qui par moment prenait le couloir, partait aussi à l'intérieur du jeu aussi dans le demi-espace et laissait libérer le couloir pour Lamine Yamal. Donc voilà, un Koundé un peu latéral hybride, comme on a pu le voir de toute façon ces dernières saisons quand on jouait par exemple avec un milieu à 4. Donc ce qu'on va voir ici directement, c'est le positionnement des joueurs, et on voit directement un peu comme ce qu'on a vu sur la passe map juste avant, sauf que là on voit Koundé quand même qui est assez haut sur le terrain et Baldé qui est plus bas. Donc là ils ont un peu échangé, mais ce qu'il faut savoir, il faut pas s'arrêter aux positions. Quand je vous montre la passing network, on voit les joueurs qui sont positionnés, ça veut pas dire que les joueurs sont fit, surtout pas dans cette équipe d'Hansi Flick, ce Barça d'Hansi Flick, où les joueurs ont énormément de liberté. On va le voir tout au long de cette analyse, mais on va voir des joueurs qui vont échanger leur position, des joueurs qui bougent beaucoup, tout en gardant cette fluidité dans le jeu. Ce qu'on voit actuellement ici, là c'est un Baldé quand même assez bas, et un Garcia qui est presque placé comme latéral, avec un Frenkie de Jong qui redescend entre les centraux. Donc là qui redescend entre Eric Garcia et Inigo qui sont assez écartés. Donc au lieu d'avoir un Pedri ici, on a un Pedri qui vient vachement central, presque même à droite, on voit le rond central ici, on voit quand même qu'il est un peu à droite, et on voit Gavi redescendre assez bas pour se proposer ici.
Donc on a presque une défense à 3 Garcia à l'instant T, hein, Garcia, Frenchy, Inigo et un double pivot Pedri Gavi là sur l'instant, sur le moment. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a énormément de liberté, c'est que Gavi redescendait vachement bas et laissait ici cette zone assez vide sans personne. Donc on voit que le latéral ici, il sait même pas qui prendre. Il va garder évidemment son marquage sur Baldé et on voit que là le milieu de terrain a son marquage sur Gavi. On avance un petit peu et qu'est-ce qu'on voit? On voit Koundé, donc toujours poste on va dire de latéral. On voit Lamine Yamal ici très à l'intérieur du jeu, vraiment demi-espace droit, presque axial, disons, avec un Ferran axial pour le coup. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a De Jong qui a échangé sa position, De Jong qui a donné le ballon à ses coéquipiers, à Garcia, tout ça, et qui a fait son appel, on va dire, un petit peu vers l'avant. Et donc là, qui est à la place de Dani Olmo? C'est De Jong. Qui est à la place de Gavi? C'est Olmo. Qui est à la place de Pedri? C'est Gavi. Et qui est à la place de Frenkie? C'est Pedri. Donc là, on a les 4 milieux de terrain constamment échanger leur position, ce qui désorganisait totalement cette équipe d'Osasuna, qui ne savait pas quoi faire parce que à chaque fois qu'un joueur avait le ballon, t'as un joueur qui va venir le presser, mais il partait vers l'avant. Par exemple là, De Jong, juste avant, il était dans cette zone et il est parti vers l'avant. Olmo s'est déplacé, Gavi est redescendu un peu plus pour se proposer et Pedri est redescendu ici faire le jeu. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a un appel ici d'Olmo en bas qui fait son appel ici dans la profondeur, qui vient occuper cette zone, même si Pedri lui donne pas le ballon. On a les appels et même là, Lamine Yamal ici, on le voit en attaque, qui fait son appel ici dans la profondeur. Donc on a des appels et là pour le coup Ferran qui est quand même généralement le spécialiste dans les appels de balles, lui il était venu un petit peu se proposer au milieu. Et qu'est-ce qu'on a quand on va dire faux neuf, on va l'appeler comme ça, redescend un petit peu chercher le ballon? On a les ailiers, on va dire, même si Olmo n'était pas ailier, mais bon, il avait pris le poste de Gavi. On a les ailiers, Lamine et Olmo, là, en l'occurrence, sur cette séquence, qui font les appels dans le dos de la défense. Donc là, c'est une passe ratée, évidemment, de Pedri, mais il va en réussir d'autres. Sur d'autres séquences, on va le voir. Mais qu'est-ce qu'on a aussi direct après? Le fait d'avoir autant de milieux de terrain et qu'ils soient autant proches au milieu de terrain. Tout simplement, ces milieux-là qui quadrillent ce milieu de terrain-là, eh ben, quand on a une perte de balle, directement, on a un pressing qui va se mettre en place ici. Là, on a le 9, donc Ferran, qui était resté un peu plus bas, on va dire, qui est dans cette zone. Donc, direct à la perte de balle, il va venir ici fermer. On a Gavi, on a Pedri, on a De Jong. Donc là, on a 4 joueurs ici qui vont quadriller les 4 milieux de terrain proches d'Osasuna. Donc là, on a le joueur d'Osasuna qui va essayer de poser le jeu ici, qui va jouer sur ce milieu-là. Mais comme je l'ai dit, là, le quadrillage des joueurs du Barça se resserre vachement. Et là, on a De Jong directement qui vient presser de manière assez, on va dire, agressive, rapidement, qui va sortir sur le milieu de terrain. Donc vraiment, on a cette récupération, ce contre-pressing de la part du Barça qui est très intéressant. Autre séquence on va voir un petit peu encore une fois le positionnement des joueurs. On voit Baldé un peu plus haut, Koundé un peu plus bas. C'est un peu ce qu'on avait tout à l'heure sur la passe network. Là, on va voir Lamine Yamal qui va venir demander le ballon à Eric Garcia, ici, qui va venir chercher en appui. Et qu'est-ce qu'on a ici quand Lamine redescend? On a directement Olmo qui part dans le dos ici, dans cet espace libre laissé par le latéral qui a suivi de près évidemment Lamine Yamal. Eh bien Olmo qui va faire son appel ici, sachant que Ferran Torres quand même occupe un peu cette attaque là pour attirer on va dire ces deux défenseurs centraux. On a Olmo qui part ici, ce qui est obligé d'attirer aussi ce défenseur central ici. Donc on a des joueurs souvent, là on va voir c'est pas forcément très intéressant non plus parce que Olmo va pas être servi, mais on a toujours ces appels de balle incessants des joueurs. Quand un joueur laisse une zone libre, il y a un autre joueur qui va l'occuper cette zone. Et ça c'est important, c'est cette liberté donnée aux joueurs aussi par le coach qui fait que ça peut apporter beaucoup de dangers, beaucoup de solutions aussi à ce milieu-là. Il y a toujours une solution, soit tu envoies en profondeur, soit tu joues au pied. T'as tellement de mouvements en fait que t'as une équipe qui surdomine ses adversaires tout simplement. On voit ici donc Pedri qui vient jouer avec Garcia et vu que Pedri vient occuper cette zone-là de De Jong habituellement, qu'est-ce qu'on a ici? On a un De Jong qui se transforme ici en milieu de terrain quoi. En milieu de terrain offensif. On a quand même Olmo ici qui est là et De Jong et Ferran quoi. Donc on n'a pas vraiment de positionnement très clair en soi. Parce que même Gavi qui est censé occuper cette zone là, il est assez bas ici. Il vient potentiellement se proposer pour Pedri. Et on a vraiment beaucoup de grosses occupations on va dire des joueurs du Barça ici entre le milieu de terrain et la défense. On a surchargé cette zone là avec Olmo, De Jong et Ferran Torres là sur cette séquence en tout cas, ce qui fait que là regardez il y a 3 joueurs du Barça pour limite un joueur d'Osasuna. Là le milieu il va presser cette ligne là quoi. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on finit la séquence avec un appel de balle de Dani Olmo comme d'habitude. Comme je l'ai dit hein, on a des solutions pied
avec les joueurs qui demandent le ballon, et on a des solutions aussi dans la profondeur avec des appels de joueurs assez constants dans le match, souvent des appels de Olmo qui fait beaucoup d'appels dans la profondeur aussi. Bon, le ballon sera un peu long, mais voilà, c'est intéressant. Il y a toujours plusieurs solutions pour les joueurs du Barça, surtout pour les défenseurs et les milieux de terrain qui touchent énormément de ballons. Séquence du premier but du Barça, magnifique but collectif. On va voir tout ce que j'ai dit avant, en fait, cette liberté donnée aux joueurs, cet échange, on va dire, de position qui fait que ça désorganise totalement cette équipe d'Osasuna. On voit au départ de l'action Pedri ici, à la place de Gavi. Gavi qui redescend au milieu de terrain à la place de Pedri pour former, on va dire, un double pivot, on va l'appeler comme ça, avec De Jong. Et donc des joueurs qui participent au jeu comme ça. Et un échange de position. Donc là, on avait souvent ce qu'on avait, c'est 3 ici. On avait vraiment les deux ailiers, Baldé et Lamine Yamal, qui occupent le couloir, qui potentiellement peuvent étirer aussi cette défense. Et ici, entre le milieu et la défense, on avait souvent 3 joueurs. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec Olmo, De Jong et Ferran. Et là, cette fois-ci, c'est Pedri, Ferran et Olmo. Ici, on a toujours 3 joueurs. Et ici, on avait souvent 2 joueurs, le double pivot. Donc là, il n'est pas très clair le double pivot non plus, il est ici. Mais ce qu'on avait, c'était voilà, 2 joueurs et 3 joueurs. Cette forme-là qui a énormément fait de mal à Osasuna. On avance un petit peu, Gavi qui revient derrière avec Eric Garcia. Et là, donc Gavi qui va occuper cette zone-là pendant que Pedri va redescendre, tout simplement. Ici. Donc encore une fois, un échange de position un petit peu, il y a beaucoup de mobilité chez les joueurs, on l'a déjà dit. Et encore une fois, ici, bon là on a carrément on a une défense à 3, c'est ce qu'on voit ici, hein, Koundé, Eric Inigo. On a ici Pedri qui est seul, qui demande la balle. Et surtout De Jong qui vient occuper cette zone presque comme un numéro 10. Bon là, numéro 10, je sais pas trop, mais si on pourrait appeler ça un numéro 10, mais en tout cas, il est placé comme un milieu vraiment offensif, assez axial, ici, avec pas mal de solutions autour de lui, Gavi, Ferran et Olmo. Et là, au lieu d'avoir un double pivot avec les 3 joueurs ici qu'on a dit tout à l'heure, on a vraiment un joueur ici central qui est De Jong. Donc Koundé qui va faire la bonne passe aussi, qui va trouver De Jong assez facilement. De Jong qui va très bien jouer le coup, hein. Évidemment, il est un peu seul autour il est quadrillé comme ça, mais il a de l'espace, on va dire, pour faire soit un contrôle, soit une passe. C'est ce qu'il va faire, il va bien dévier la balle en une touche derrière sa jambe d'appui. C'est vraiment très bien joué aussi des deux. Très bonne combinaison entre De Jong et Ferran, ça va aller très vite. Ferran qui est un joueur quand même plus associatif que vraiment... c'est pas un joueur perso, Ferran, c'est pas un pur neuf qui va essayer de tout le temps attaquer, aller un peu tout seul. Ça va être vraiment un joueur un peu plus participatif, un peu plus collectif, quoi. Donc là, le 1-2 entre De Jong et Ferran, il est parfaitement joué. Ici, on a Gavi qui vient occuper cette zone ici et donc qui ramène avec lui le latéral. C'est l'objectif d'avoir un ailier qui rentre à l'intérieur du jeu. C'est à ce moment-là, on l'a même pas remarqué parce que je vous l'ai pas dit. Je vous l'ai pas dit. On s'est concentré sur Pedri qui est redescendu, sur Koundé qui fait la passe à Frenkie de Jong qui est très axial. Mais pendant tout ce temps-là où on parlait, Gavi lui, il s'est recentré ici. Il est parti de cette zone-là pour rentrer dans l'axe, très proche de Ferran Torres dans l'axe, et avec lui il a ramené le latéral, et le latéral aussi pendant qu'on parlait, ça n'est pas rendu compte de ça. Qu'est-ce que ça génère ça? Évidemment un grand espace là dans le couloir qui va donner toute la place à Baldé pour attaquer justement ce couloir là. Baldé qui monte en puissance cette saison, qui est très très bon. Là le jeu sans ballon est toujours important, évidemment il voit cet espace, il faut qu'il se projette ici, qu'il fasse cet appel là. De Jong l'a vu aussi, il est face au jeu, fait de faire un petit 1-2 avec Ferran qui se réappuie sur De Jong qui est complètement face au jeu, qui a toutes les solutions devant lui, on va dire. On voit que on a énormément surchargé cette zone là on a Lamine, Olmo ici à droite, même Ferran qui est un peu axial mais un peu à droite, Gavi qui vient dans l'axe. Donc on a beaucoup de joueurs ici, donc le bloc de Osasuna qui est obligé de coulisser un peu pour faire le nombre, on va dire, ce qui libère complètement Baldé. Quand ça libère pas Baldé, quand le bloc est de l'autre côté, on a Lamine généralement qui est un peu dans la même situation, qui est un petit peu seul, on va dire, même s'il est toujours serré de près par le latéral. On voit d'ailleurs, ici on voit, c'est un petit détail, mais on voit que la défense est très compacte, mais on voit le latéral qui est quand même toujours assez proche de Lamine, par peur justement que Lamine fasse beaucoup de différence, parce qu'on connaît un peu Lamine Yamal. Donc la passe, elle est belle pour De Jong qui fait sa petite passe pour Baldé. Baldé sans contrôle va centrer assez fort ici dans cette zone. Le centre est bien, franchement le centre est très bon. C'est la zone la plus dangereuse parce que c'est assez loin du gardien mais assez loin de la défense aussi dans cette zone là devant le but. On sait qu'il peut y avoir un dégagement d'un défenseur qui peut marquer contre son camp. On peut y avoir un de nos attaquants qui se projette comme ça et c'est ce que va faire Ferran Torres, va bien se jeter pour marquer le but. Donc là le centre est vraiment dans la zone parfaite, il est assez fort aussi.
pour que ça soit très compliqué. Hein. Il est assez fort. S'il était un peu mou, le goal peut peut-être sortir, tout ça. Là, il est assez fort. Ferran, il a plus qu'à sauter, on va dire, et à peu dévier la balle. Même si le gardien la touche, ça rentre. Et ça fait 1-0. Le but est très beau. Collectivement, c'est une très belle action. Et Baldé, ça fait plaisir aussi parce qu'on avait souligné quand même que Baldé, il devait beaucoup travailler les centres, s'améliorer énormément dans ce domaine-là. Et on voit quand même que c'est de mieux en mieux. C'est pas parfait, parce qu'il y a toujours des centres, il y a pas mal de déchets. Mais ce genre de passe-là, c'est parfait, c'est ce qu'il faut faire. Autre séquence, on voit au départ de l'action, donc encore une fois un De Jong assez bas ici, qui vient occuper cette zone-là. Alors dans un premier temps, on pourrait se dire que ça sert à rien, parce que comme on l'a déjà dit, quand Osasuna, on voit là, il défend dans le 4-4-2. Ici c'est assez clair, deux lignes de 4, une ligne de 2 attaquants. Donc là d'avoir autant de défenseurs, ça sert à rien parce que t'es censé être 3, tu vois. Avoir la supériorité à 3 contre 2. Là, Koundé est quand même un peu plus éloigné que les 3 autres. Donc on peut dire qu'il attire aussi cet ailier-là pour éviter justement que Lamine Yamal soit... qu'il y ait une prise à 2, ailier plus latéral sur Lamine. Là, que le fait que Koundé soit écarté un petit peu ici, on voit que l'ailier là, il est un peu... si jamais Koundé reçoit le ballon, il va sortir sur lui. Bon, ce qu'on voit ici, c'est un Pedri comme d'habitude et un De Jong très connecté. Très axial, les deux souvent très proches, dominer totalement le jeu de toute façon, tout simplement dominer le match. La qualité des deux pour éviter de perdre le ballon, hop, la qualité de Pedri. Comme d'habitude, Gavi assez axial, hein, qui libère un petit peu Baldé, qui est pas non plus très haut là à ce moment-là. Encore une fois, un Pedri qui retrouve le ballon et un De Jong qui vient très proche de lui pour chercher un petit peu le ballon. Donc les deux vraiment échangent vachement de passes entre eux. Et il y a toujours cette qualité et le peu de perte de balle entre les deux, c'est vraiment très fort. On change de côté avec Eric Garcia. Eric Garcia qui va trouver... bon là l'axe il est un peu bouché. On voit ici d'ailleurs Ferran Torres qui est assez bas, presque comme un faux neuf, et on voit que le défenseur central ici il est attiré. On voit qu'il est un peu sorti de sa défense pour éviter Thierry, parce que Thierry il aurait pu trouver ici Ferran Torres. Ferran Torres après tu peux trouver dans cette zone là Olmo, toujours intéressant, mais donc on voit le défenseur central qui est un petit peu proche de Ferran. Bref, donc Eric Garcia qui va trouver ici Lamine Yamal, qui va écarter le jeu, et on va voir directement Koundé qui va vraiment rentrer ici dans le demi-espace. Vous voyez l'accélération, il va accélérer comme ça pour libérer aussi Lamine, parce que là s'il accélère ici dans cette zone, il va être obligé d'attirer le latéral. Parce que là l'ailier là pour le moment va sur Lamine. Donc là Koundé qui reste en soutien pour Lamine Yamal, donc les deux vraiment très très proches, ce qui fait qu'ils sont à 2 contre 2. Koundé qui ne laisse pas Lamine Yamal seul à ce moment-là en tout cas. Et qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on regarde un peu la défense. Tout à l'heure, ce défenseur central-là était attiré par Ferran Torres. Cette fois-ci, ce qu'on a eu, c'est Koundé, il n'est pas parti trop loin ici dans le demi-espace parce que Olmo était parti dans cette zone-là. Donc le fait qu'Olmo il fasse son appel ici entre le latéral et le défenseur central, dans le dos de la défense, le défenseur central gauche est obligé d'aller coller un peu Olmo, d'aller l'empêcher là parce que Lamine peut faire la passe à Olmo s'il vient ici demander le ballon. Donc il est obligé un peu de le serrer de près. Donc ce qu'on a, c'est ici un Gavi très axial, encore une fois. Le fait qu'il soit dans l'axe, ça attire aussi les regards sur, du latéral ici et du défenseur central. Et donc, on a un milieu de terrain qui vient presser Ferran Torres. Sauf que là, on va avoir un bel appel assez tranchant de la part de Ferran et la vista aussi de Lamine Yamal qui va faire la différence, tout simplement. Là, il va partir dans le dos du défenseur qui était aller sur Olmo, ce qui fait qu'il a forcément un peu de retard parce qu'il est concentré, il est un peu focus sur Olmo. Et Ferran, il est totalement libre parce que le milieu de terrain de base, il est concentré sur ce que fait Lamine Yamal, on va dire, mais Ferran il part tellement vite qu'il n'a pas le temps de... Voilà, c'est assez soudain quoi. Donc là, l'appel, il est parfait. La passe, elle est parfaite aussi. Ça arrive dans la bonne zone. Malheureusement, Ferran, il va... avec le rebond, je pense, il va être obligé d'attendre, tu vois, que le ballon rebondisse et revienne à une certaine hauteur pour frapper. Le gardien va bien sortir et va empêcher le but. Mais vraiment, c'est une belle action. C'est une belle action, encore une fois, la liberté des joueurs. Ferran qui revient un petit peu au milieu de terrain. Olmo qui part en profondeur, qui va attirer la défense. Et Ferran ensuite, quand Olmo redescend, il repart dans le dos. On a vraiment cet échange-là, ce mouvement un peu dans un sens ou dans l'autre. Vraiment, ça bouge dans tous les sens. Et c'est ça qui rend la chose difficile pour les équipes adverses, tout simplement. Séquence du penalty. Donc là, bon, la séquence est assez longue, on va dire, environ 40 secondes. Donc je vais la faire un peu en accéléré, mais en gros... Là, c'est pour vous montrer les positions de base. Encore une fois, là, on a un Koundé très haut et un Baldé un peu plus bas, finalement. Donc ça échange vraiment, ça bouge. On a un Lamine Yamal très plus axial, parce que Koundé prend le couloir. Donc Lamine Yamal occupe cette zone-là. On a Olmo et Ferran Torres au même niveau. Souvent, Olmo assez haut, finalement. On a un Pedri
qui a pris la place de Xavi. Xavi qui est là ici presque en 6 et un De Jong qui est défenseur central, axial, avec Garcia et donc Inigo Martinez encore. Donc une défense à 3 avec un De Jong qui vient ici à la base. Donc ce que je disais tout à l'heure, vous voyez, quand on est pressé par 2 attaquants, c'est bien d'avoir 3 défenseurs centraux pour relancer, il n'y a pas besoin d'en avoir 4, tu vois. Et là c'est ce qu'on a. On a Koundé ici qui est beaucoup plus haut, qui vient occuper le couloir, et De Jong qui redescend dans cette défense pour former une défense à 3. Et là, ça me pose un peu moins de soucis, on va dire. Donc un Xavi qui a bougé, hein, qui est vraiment à la base de l'action au départ, on va avoir beaucoup de mouvements. Hein. Xavi ici, qui est là, on va toucher le milieu de terrain, qui va revenir sur Xavi qui va changer d'aile sur Baldé tranquillement, ça c'est bien joué. Le jeu va rebasculer, hein. Baldé qui passe par Inigo, qui repasse par Garcia. Encore une fois, on balade ce bloc adverse là constamment, on les bouge de droite à gauche pour les désorganiser tout en ayant vraiment une surcharge au milieu de terrain. Ici on voit beaucoup de joueurs, hein. On voit Pedri ici mais qui va redescendre, qui va revenir un petit peu au milieu de terrain. On a Ferran qui est toujours un peu assez bas, on va dire connecté au jeu. C'est ça la différence aussi entre Ferran Torres et Lewandowski, c'est qu'on a un Ferran Torres un peu plus connecté au jeu. Collectivement il participe beaucoup plus au jeu et un peu mieux en lâchant un peu plus rapidement le ballon qu'un Lewandowski qu'on sent parfois un petit peu esselé, un petit peu seul au monde Lewandowski. Donc au départ de l'action on avait Xavi ici, De Jong ici, Garcia, voilà. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a Xavi, il est ici, De Jong ici, Pedri qui redescend en 6, cette fois-ci Garcia qui est dans l'axe, Inigo et Koundé qui est redescendu, qui au départ était dans le couloir. Donc encore une fois, beaucoup de liberté. Lamine Yamal qui était tout à l'heure plus à l'intérieur du jeu, il se retrouve maintenant dans le couloir. Donc beaucoup de liberté, déjà on fait bouger le bloc de gauche à droite, tout ça. Mais en plus de ça, on a des joueurs qui échangent leur position dans tous les sens. Et les joueurs d'Osasuna, on les sent vraiment à la rue, quoi. Ils savent pas vraiment qui marquer en fait. Ce qui te donne vraiment cette domination totale sur l'équipe adverse parce que tu sais jamais qui prendre en fait. Et t'as des joueurs qui bougent dans tous les sens et qui en plus de ça ont cette qualité technique pour conserver le ballon. C'est trop dur. Ici on va voir quelque chose aussi d'assez intéressant. On a Olmo de base qui vient un petit peu demander le ballon. Et on va avoir 2 appels, Lamine Yamal et Olmo. Pedri qui attend ces appels-là pour lancer. Et on va voir que Olmo va faire son appel dans la profondeur. On va voir que Lamine Yamal tout départ, il va pour faire son appel aussi dans la même zone. Sauf qu'il va voir qu'Olmo part dans la zone, donc il va changer d'appel et il va venir à la place d'Olmo justement. Pour attirer le latéral. Et pour pas que le latéral, si les deux font les appels dans la même zone, le latéral il va pouvoir essayer de resserrer et potentiellement dégager le ballon de la tête ou un truc dans le genre. Donc on va voir que ça va être rapide, mais hop. Vous voyez, au départ, Lamine Yamal, il va pour faire son appel, il voit Olmo, tac, il va faire son appel ici, prendre la place d'Olmo, et Olmo va aller dans la zone derrière la défense. On voit ici, donc comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, Xavi qui vient vachement ici dans l'axe, assez haut aussi, qui rentre dans l'axe pour attirer toujours cette défense. Et on voit le défenseur central, il sait pas qui prendre. Il lève la main, on a aussi le latéral qui lève la main dans le genre prenez-le, tu vois, que quelqu'un le prenne. Mais on a toujours ça, Ferran qui occupe toujours la défense, mais Xavi ici, on a le milieu de terrain qui est très haut de Osasuna, et Xavi qui est vraiment entre les deux lignes, quoi. Entre les deux lignes, on a Olmo, Xavi, Ferran Torres ici, dans cette zone-là. Et toujours des joueurs qui savent pas t'y prendre. Parce que lui, de base, il va se dire, si Pedri la donne à Xavi, c'est le défenseur central ici qui va sortir sur Xavi. Sauf que là, il est un peu seul au monde, il sait pas qui prendre parce qu'il a personne à prendre en fait. Donc là, Pedri, après, c'est Caviar. Hein. Caviar, le joueur, il a lâché, évidemment, le latéral, il est obligé de lâcher Lamine. Ils vont tous sur Olmo. Mais vu que la passe de Pedri, elle est parfaite, total Caviar, enfin, c'est parfait, quoi. Olmo, il a plus qu'à attaquer, on va dire, la surface, quoi. Le gardien, il va pour marquer. Le gardien ici sort rapidement. On aurait dit qu'il était de dos de base, je sais pas s'il l'a fait, s'il a hésité au début à sortir. Mais bon, après voilà, Olmo qui va essayer de dribbler, qui va aller provoquer ce penalty là, c'est bien joué. Il y a faute de toute façon du gardien qui laisse un peu traîner son pied. Donc faute du gardien, mais collectivement, voilà, c'est très très fort ce Barça d'hier contre Osasuna en tout cas, parce que cet échange de position, on a vu que Osasuna, ils étaient dans le mal total. Dernière séquence, j'ai pas analysé le 3e but parce que c'est une contre-attaque, c'est Fermin qui part tout seul avec Lewandowski, lui fait un centre. Bon, le but est sympa, mais il n'y a pas grand chose à analyser, je trouve collectivement en tout cas. Moi ce que j'aime bien analyser c'est vraiment des séquences plus dans la tactique, dans les mouvements des joueurs, la construction, tout ça, le pressing ou quoi, mais des contre-attaques ou même des dribbles, par exemple s'il y a un but où Lamine Yamal va dribbler tout le terrain et marquer, en soi il n'y a rien à analyser, c'est très beau et tout ça à voir mais il n'y a rien à analyser, tu vois. Mais là ce que je trouve sympa c'est cette sortie de balle. De base on a Koundé qui a laissé sa zone ici pour revenir, il a joué sur Chesney a joué sur Garcia, donc Koundé se retrouve ici au milieu de terrain. Qu'est-ce qu'on a ici? On a Pedri qui redescend ici
pour demander la balle, pour se proposer en tout cas, à la place de Koundé. Et ici, comme d'habitude, on a souvent ce milieu de terrain ici qui vient se libérer, qui vient se proposer. De l'autre côté, c'est pareil, Nilo, il a souvent cette solution avec Rafinha qui redescend dans le demi-espace gauche. Là, Fermin dans le demi-espace droit. On a Pedri qui est obligé de descendre là pour attirer ce joueur-là, pour éviter que ce joueur-là empêche la passe justement sur Fermin. Donc Pedri qui attire ici, qui vient écarter au maximum, on va dire, et attirer ce milieu-là, cet ailier, j'imagine que ça doit être l'ailier, et Garcia qui va pouvoir relancer tranquillement sur Fermin. Là, le joueur d'Osasuna qui est en retard, on a quelque chose d'assez intéressant aussi de la part de Koundé et Fermin, les deux. Collectivement, c'est très très fort parce que, encore une fois, c'est très fluide. Osasuna, il suffit qu'ils soient un petit peu en retard pour que ça soit fini pour eux. Là, on a le joueur d'Osasuna qui sort, qui arrive de loin sur Fermin, et hop, la petite déviation pour Koundé qui part dans le dos du joueur, c'est magnifique. Donc là, on a toute l'équipe d'Osasuna qui vient presser, enfin une bonne partie de l'équipe d'Osasuna qui vient nous presser très très haut pour nous étouffer, on va dire, dans notre surface, nous empêcher de sortir. En une passe et une touche de balle, une déviation de Fermin, on se libère du marquage et là, il y a contre-attaque très dangereuse pour Osasuna parce que derrière, il y a beaucoup de joueurs du Barça. Là, entre-temps, Fenty était sorti. C'était Pablo Torre qui était là. Mais voilà, là, on va voir Lamine Yamal aussi d'ailleurs, retenu de fou par le joueur. Mais du coup, le fait que le joueur-là retienne Lamine Yamal, il est tellement concentré pour pocket, on va dire, Lamine Yamal, même si bon, il a eu un peu de mal, il défend même pas sur Koundé en fait. Et donc là, cet espace, il est laissé libre. Sachant qu'il y a Ferran ici qui occupe cet axe encore une fois. Donc le défenseur central, il va pas sortir sur Koundé. Ça serait inconscient de laisser Ferran tout seul. Donc là, le défenseur, il est tellement concentré sur Lamine qu'il laisse complètement Koundé monter, quoi. Et Koundé, il a plus qu'à attaquer l'espace. Donc évidemment, le latéral, là, il prendra carton plus tard. Mais vraiment, une belle sortie de balle. Et bon, ça aurait pu être mieux joué quand même, je pense. Ici, Koundé qui va servir Ferran un peu tard. Je pense peut-être même que Ferran est peut-être hors jeu, je sais pas, je m'en souviens plus. J'ai pas fait gaffe. Mais ouais, bon là c'est un peu... c'est pas hyper bien joué peut-être. Je sais pas trop. Il le sert peut-être un peu tard. La passe, elle est trop loin de Ferran en plus. Ferran, il doit courir beaucoup plus loin. Très excentré, il peut pas faire grand-chose. Donc voilà. Mais en tout cas, la sortie de balle, la petite déviation de Fermin, la montée de Koundé, le jeu sans ballon aussi de Pedri, très sous-coté. Le jeu sans ballon, pas forcément de Pedri, mais dans l'ensemble. Ici, on y revient, mais tout ça, c'est des choses qui sont très importantes dans le football. On n'en parle pas beaucoup à chaque fois. Peu importe le joueur, on va très rarement souligner son jeu sans ballon. Enfin, moi, j'essaie de le faire évidemment régulièrement parce que je trouve ça justement très important. Si Pedri ne redescend pas là à la place de Koundé, Fermin, la passe pour Fermin, elle n'est pas possible, tu vois. Si Pedri reste dans cette zone-là au milieu de terrain et que personne occupe cette zone, il va pas y avoir possibilité de toucher le milieu de terrain et de sortir proprement, tu vois. Ça va être galère et Garcia va devoir dégager le ballon, on va peut-être perdre le ballon et c'est comme ça que t'as pas la maîtrise sur le match. T'as pas ce contrôle sur le jeu, c'est comme ça. C'est en n'apportant pas de solution à tes coéquipiers. Et là, le fait de Pedri redescendre là, ça t'offre une solution au milieu de terrain. Puis ça donne une très belle sortie de balle aussi. C'est intéressant, je trouve. On passe maintenant à la FAQ. Vous avez été nombreux à me poser des questions. Je remercie tout le monde, tous ceux qui ont participé évidemment. Je vais pas pouvoir prendre toutes les questions, vous le savez très bien, mais je vais essayer d'en prendre un maximum quand même et essayer d'être le plus clair possible. On commence par Arthur qui dit le match monumental de Gavi, ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir parce que c'est vrai que Gavi il avait enchaîné des matchs un peu plus compliqués, un peu moyens des fois, pas forcément au niveau. Et là voilà, il a fait un bon match. Maintenant, est-ce qu'on peut dire il monte en puissance, machin, c'est juste un match. Mais voilà, il faut pas oublier quel joueur est Gavi. Et c'est vrai qu'il y en a qui oublient beaucoup de choses. Bon, je pense que le Barça, enfin en tout cas les supporters du Barça sous-estiment quand même pas mal ces joueurs. C'est assez dommage. Dès qu'il y a un joueur qu'on aime bien, on va essayer de descendre un autre joueur. C'est pas le but. Le but c'est d'avoir un effectif assez complet et d'avoir des bons joueurs sur qui tu peux compter. Peu importe qui on veut voir nous titulaires, il faut que quand les joueurs soient titulaires, il faut qu'ils soient au niveau. C'est ça le but. C'est pas d'avoir 11 joueurs vraiment très en forme et les remplaçants, voilà, on les met, ils jouent jamais, ils sont pas très bons, mais voilà. Non, là ça prouve. Ça prouve que le Barça a vraiment besoin de tous ces joueurs et que ça fait plaisir de pouvoir compter comme ça sur beaucoup plus plus que 11 joueurs en tout cas, pour aller chercher des victoires qui sont importantes dans un match en retard. Il fallait chercher la victoire pour garder cette avance aussi au classement et ça a été le cas. Avec un grand Gavi, oui, qui a fait plutôt un bon match. On a vu ça dans l'analyse tout à l'heure, mais c'est vrai que Gavi il avait un positionnement assez spécial. Ça nous a rappelé un petit peu le Barça des dernières saisons, le Barça de Xavi forcément, parce que Gavi
à un moment donné était utilisé comme un ailier, un faux ailier, vous savez, un ailier qui rentre dans l'axe, un peu comme le fait Rafinha actuellement. Mais on avait une sorte de milieu à 4, le fameux milieu à 4 tant décrié par beaucoup. Et au final, on voit, on a vu, en tout cas contre Osasuna, que le milieu à 4 qui joue d'une certaine façon peut être au final très intéressant pour vraiment dominer nos adversaires. On l'avait déjà vu sous Xavi, un milieu à 4 qui te permet d'avoir cette domination, cette maîtrise de balle avec un milieu en plus qui vient contrôler justement le milieu de terrain et donc contrôler le match. Maintenant, ce qu'on a, la différence entre le Barça d'hier contre Osasuna, ou en tout cas, bon, on peut pas dire qu'il y a le milieu à 4 de Flick parce qu'il a fait une seule fois, mais le milieu à 4 de Flick et le milieu à 4 de Xavi, la différence va se faire aussi dans la liberté des joueurs. Ça, c'est une grosse différence. C'était la différence de toute façon entre le Barça de Flick et le Barça de Xavi. Beaucoup plus de liberté donnée aux joueurs avec Flick, ce qui faisait aussi la différence pour désorganiser, on va dire, l'adversaire. Et là, même avec ce milieu à 4, on avait vraiment des milieux qui échangeaient leur position. On avait des fois De Jong qui se retrouve à la place de Xavi, Pedri à la place de Frenkie De Jong. Enfin, on avait vraiment des milieux qui bougeaient dans tous les sens. Et on a vu que Osasuna n'a jamais su comment trouver la solution face à ce Barça qui semblait intenable, quoi. Parce qu'il y a tellement de liberté, les joueurs sont tellement partout et nulle part en même temps, enfin nulle part, façon de parler, mais les joueurs qui sont censés marquer, par exemple le latéral qui normalement est censé marquer, on va dire, Xavi, quand Xavi il redescend au milieu de terrain toucher le ballon, le latéral il sait pas quoi faire, il se dit je marque personne, tu vois, donc c'est un peu gênant pour les adversaires de devoir défendre sur personne en fait, parce que tu es obligé normalement tu te repères par rapport à l'attaquant, tu te dis vas-y je vais me placer là pour l'empêcher de faire son appel ou l'empêcher de se retourner, machin, lui faire un pressing. Là, des fois, tu te retrouves à des moments où t'as personne à marquer. Donc, t'es là, tu cours un peu dans le vide. Et ça doit être assez bizarre pour les joueurs, quoi. Ils sont pas forcément à l'aise, les joueurs d'Osasuna, on l'a vu. Ensuite, il y a Kodio qui dit on peut dire quoi de plus sur cette équipe incroyable? Ben ouais, c'est ça. Mais il y a beaucoup de choses à dire de toute façon. De toute façon, vous savez très bien que mes vidéos à chaque fois durent une plombe. Donc, il y a toujours des choses à dire. Mais bon, je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit juste avant. Je continue un peu ce truc-là. Mais on a une équipe qui prend plaisir à jouer déjà. On le voit, qui est concernée, qui a beaucoup plus confiance en elle, qui marque beaucoup plus de buts. On est quand même sur une saison presque record, on va dire. En tout cas, on est dans l'histoire du Barça, il n'y a qu'une seule équipe, mais ça faut remonter aux années 50, je crois, aux 60, pour retrouver une équipe qui marque plus de buts que ce Barça actuellement. Donc c'est pas rien déjà. Donc oui, c'est une équipe là, cette saison, elle est assez incroyable en termes de statistiques, mais même en termes de contenu, de fond de jeu, tout ça, on voit quelque chose d'assez intéressant. On prend du plaisir, nous supporters, à regarder les matchs, et surtout on voit une équipe quand même qui change. On l'a vu hier, c'est l'exemple parfait, mais on voit que le coach n'est pas fermé à une pas forcément une façon de jouer, mais en tout cas un système. On a déjà vu Dani Olmo jouer en faux neuf, ce qui changeait un peu les choses. On a déjà vu un 6 point de basse avec De Jong par exemple, ou même d'autres, mais un seul 6, on a vu des doubles pivots. Là hier on a vu un milieu à 4. Malgré ces changements là, parce qu'on a vu une sorte de milieu à 4 et on a vu quand même Koundé assez bas, presque dans une défense à 3, même si Koundé par moments se projetait, mais vraiment à la construction on avait une défense à 3 et un milieu à 4. Donc c'était vraiment, ça ressemblait vachement à ce Barça là de Xavi, mais tout en gardant justement cette puissance, on va dire, cette fluidité, cette supériorité vraiment de ce Barça de Flick qu'on a depuis le début de la saison. On arrive à le garder malgré ces changements de système. Donc voilà ce qu'on peut dire un petit peu de plus aussi de cette équipe, c'est que oui, cette équipe là, elle est assez efficace, elle marque beaucoup de buts, elle joue de manière très osée, très risquée, elle prend des risques et du coup ça donne un petit peu du spectacle et on prend du plaisir. Mais en plus de ça, elle sait s'adapter. Elle sait, enfin ça c'est évidemment grâce au coach, mais le coach sait mettre dans les bonnes conditions les joueurs et même en changement de système, on garde quand même cette fluidité dans le jeu, ce qui est quand même assez rare, on va dire, parce que des fois tu vas changer de système et les joueurs vont être un peu perdus. Là on sent pas vraiment les joueurs perdus, on sent qu'ils savent quoi faire, que c'est naturel, et ça c'est assez fort quand même. Ensuite il y a Tai qui dit Fermin sera décisif sur la fin de saison, possible, de toute façon, comme je l'ai dit, voilà, avant aussi, on a besoin de tout le monde. Il faut que les joueurs se sentent concernés, soient concernés vraiment, et que quand ils rentrent sur le terrain, il faut qu'ils apportent quelque chose vraiment à cette équipe. Faut pas que ça soit juste des bouche-trous, on va dire, et qu'ils rentrent et qu'ils fassent un match moyen, mais juste pour faire le nombre ou juste pour, tu vois. Non, il faut que les joueurs soient vraiment concernés, et que quand tu rentres sur le terrain, t'apportes un plus, ou en tout cas que t'apportes autant que celui qui était avant toi sur le terrain, tu vois.
au mieux, quoi, disons. Parce qu'il y a des joueurs qui sont moins talentueux que d'autres, évidemment. Fermin, on peut pas dire qu'il soit aussi talentueux qu'un Dani Olmo, par exemple. Mais hier, il rentre et il est décisif déjà. Il fait plutôt un bon match. Il arrive plus ou moins quand même à jouer un peu comme Olmo. Olmo qui était un milieu dans ce milieu à 4 là, qui était quand même un milieu assez offensif, assez haut sur le terrain et qui faisait beaucoup d'appels dans la profondeur. Beaucoup d'appels. Et Fermin le faisait aussi. Et c'est bien. On n'a pas eu cette sensation vraiment de chute de niveau quand Olmo est sorti et quand Fermin est rentré. Même si on sait qu'Olmo quand même peut apporter logiquement plus de danger que Fermin. Ça reste un joueur plus technique, tout ça. Mais Fermin a fait une bonne rentrée et oui, il aura son mot à dire pour la fin de saison. Maintenant, ça reste un joueur c'est une doublure, quoi. C'est pas le titulaire. Ensuite, il y a King Bouba qui dit Pablo Torre a fait un bon match. Est-ce qu'il mérite d'avoir plus de minutes selon toi? Oui, en soi, oui. Mais après, il y a le problème, c'est qu'il y a beaucoup quand même de milieux de terrain. Il y a un Pedri et un Frenkie de Jong actuellement indiscutables, les deux. Olmo qui a son mot à dire. Maintenant, ça reste un joueur irrégulier qui se blesse souvent. Encore une fois, il s'est blessé hier. Gavi qui a montré un bon niveau hier, qui a fait un bon match. Donc si Gavi à ce niveau-là à tous les matchs, ça peut être aussi, il peut partir comme un titulaire assez facilement, disons. Fermin est juste derrière ces mecs-là. C'est le premier remplaçant, on va dire. Et après, derrière, encore, il y a Pablo Torre. Et c'est pour ça que Pablo Torre n'a pas beaucoup de temps de jeu, parce que c'est un peu compliqué. Maintenant, hier, on l'a vu, il est rentré à un poste qui n'est pas forcément le sien en soi. Il est rentré comme faux ailier, à la place de Gavi, au poste de Gavi au début de match, mais en tout cas au poste de Rafinha habituellement. Cet ailier gauche qui est vachement axial et qui est à l'intérieur du jeu. Donc plus comme un milieu de terrain très offensif, tu vois. Et il a été plutôt à l'aise dans ce rôle-là. Donc on voit que par exemple, si on veut faire souffler certains joueurs, on peut mettre Pablo Torre au milieu ou on peut le mettre là aussi. On sait que Pablo Torre peut jouer au poste de Olmo, milieu intérieur droit, un milieu très offensif. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il peut jouer vraiment à la base du jeu? Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment la meilleure des choses pour lui. Mais ça reste un joueur qui a des qualités techniques, qui participe bien au jeu, qui fluidifie le jeu, une touche de balle, qui a cette petite qualité technique aussi pour faire des différences. Donc ça reste quand même un bon joueur, Pablo Torre. C'est un bon joueur de rotation. Maintenant, oui, il mérite un peu plus de temps de jeu. Maintenant, il peut pas prétendre à vraiment une place de titulaire. Ça c'est clair, et il peut pas prétendre même à une place de premier choix quand tu fais rentrer un milieu de terrain. C'est plus compliqué. Actuellement, comme je l'ai dit, on a beaucoup de milieux de terrain. On avait même Casado avant sa blessure. Les milieux de terrain comme ça, Casado, Fermin, De Jong, Gavi, Pedri, tout ça c'est avant Pablo Torre quand même. Ensuite on a Luckstar 11 qui dit même à 3-0, Flick ne fait pas rentrer Fati. On n'aura donc plus jamais une idée sur son niveau. Injuste. Est-ce que c'est injuste? Je ne sais pas. Franchement, je ne saurais pas dire si c'est injuste. Ça se trouve, il ne mérite pas de jouer, tu vois. Nous qui sommes supporters, on voit ça de l'extérieur, on a envie qu'Ansu Fati rentre. Ouais, moi je voulais hier, je le voyais s'entraîner, s'échauffer sur le bord du terrain. Je me suis dit, ça serait cool qu'il rentre, tu vois. Maintenant, si à l'entraînement, il montre pas des choses qui vont convaincre, on va dire, le coach pour qu'il rentre, peut-être que le coach estime que le joueur ne mérite pas forcément de jouer, pas plus qu'un Pau Vitor ou un Pablo Torre, un Lewandowski, enfin tous ceux qui jouent en attaque, on va dire. Enfin, Pablo Torre joue en attaque hier. Voilà, c'est comme ça, quoi. C'est comme ça. Maintenant, c'est un peu triste, oui, c'est un peu triste. On a envie de savoir un petit peu, on est quand même curieux. On a quasiment pas vu Ansu Fati jouer cette saison. Le peu qu'on a vu, ça nous a pas. Enfin, perso, de ce que j'ai vu, moi, il y avait rien, quoi. Il apportait rien, il faisait rien de spécial, il a pas été vraiment dangereux. Il y avait pas forcément de saveur. Mais oui, là à 3-0, on s'attendait à voir potentiellement Fati jouer, sachant qu'on a un match dans 3 jours, enfin dans 2 jours maintenant. Bon, ça n'a pas été le cas, mais je suis pas sûr que ça soit vraiment injuste en soi. C'est un choix de coach, c'est tout, hein, les gars. Il faut pas. C'était la même chose. On avait le même discours ici quand c'était les choix de Xavi. Et là, les choix de Flick, c'est pareil. À partir du moment où un coach il prend des décisions, c'est pas des décisions qui sont forcément injustes. C'est des décisions qui le coach pense que c'est la meilleure des choses pour son équipe, pour le jeu de son équipe, pour gagner un match, tout ça. C'est injuste ou pas pour le joueur, peut-être que le joueur c'est pas bien, il le prend mal, peut-être que les supporters sont pas contents, ils sont un peu tristes. C'est comme ça, c'est le football, hein, faut faire des choix. Et quand un joueur il ne convainc pas un coach, il passe en dernier. Hein. Ensuite on a Amine qui dit donner le ballon d'or à Pedri et fin de toute la saga. Ouais oui, mais bon, que veux-tu que je te dise? Pedri ballon d'or c'est l'évidence même. Pedri c'est le football, hein, c'est incroyable. Il fait une saison monumentale, mais c'est comme ça, c'est la triste vie
d'un footballeur qui joue au milieu de terrain, c'est que généralement on le met pas forcément en avant parce que il fait le jeu, mais il fait pas des petits dribbles qui vont faire des différences, ou il va pas marquer de but à tous les matchs, donc on a tendance à l'oublier un petit peu. Mais Pedri, le Barça sans Pedri, je vous dis, c'est vraiment pas la même chose. Vous voyez un peu Manchester City sans Rodri, bah je dis pas que le Barça sans Pedri on perdrait tous les matchs, je pense pas. Mais ça serait quand même pas le même Barça, parce que Pedri, est-ce qu'il est important pour le jeu? C'est un délire. C'est un délire. C'est un délire. C'est un mélange de Xavi, d'Iniesta. C'est comme si vous enleviez à l'époque Xavi au milieu de terrain, ou même Iniesta. Vous voyez que c'est différent. Vous voyez que le Barça joue pas pareil. Ben là, c'est pareil. Pedri a cette importance-là sur cette équipe du Barça. Peut-être qu'à l'époque, je veux pas comparer, et je veux pas dire que le Pedri actuel, il mettrait sur le banc un Iniesta ou un Xavi à l'époque. Non, je ne le pense pas. Mais Xavi et Iniesta à l'époque, ils étaient aussi importants que Pedri l'est actuellement sur cette équipe-là, à ce moment-là, quoi. Et ça, c'est fort, quoi. Mais bon, regardez, Xavi et Iniesta n'ont jamais eu le Ballon d'Or. Hein. Pourtant, c'était des sacrés joueurs. C'est comme ça. Mais il y avait Messi à l'époque, donc voilà. Ensuite, il y a Loufawa Dista qui dit Ansu Fati, toujours pas de minutes. Hansi Flick est-il en train de montrer au père de Fati que c'est lui le boss? Non, vraiment pas, les gars. Il y a des questions comme ça qui disent, qui sont posées, qui disent ouais, est-ce que le fait que Ansu Fati joue pas, c'est une décision du club ou du coach? Je vois pas en quoi le président déciderait d'Ansu Fati de son temps de jeu. Les gars, ça n'a aucun sens. C'est le coach qui décide de mettre les joueurs sur le terrain. Donc le coach ne veut pas. Et est-ce que le coach met un joueur sur le terrain ou pas pour passer un message au daron d'Ansu Fati? Les gars, les gars, on est quand même sur le football professionnel. Hein, encore, dans ton équipe du village, tu vois, l'entraîneur il s'est un peu embrouillé, le daron il est arrivé bourré un dimanche matin, et il a dit ah, mon fils il doit jouer. Bon, tu fais pas jouer son fils pour passer un message à Jean-Pierre qui est au bord de la pelouse. Oui, mais là, on est quand même au Barça. Le coach ne va pas ne pas faire jouer Ansu Fati pour passer un message à son père. Les gars, non, ça n'existe pas. Ensuite, il y a Théodore qui dit qu'est-ce qu'on fait avec Olmo? Il est irrégulier physiquement ou sur le terrain. Est-ce qu'on le vend? Il vient d'arriver, les gars. Il est à peine arrivé qu'on a dit direct waouh, franchement, Olmo, c'est fort et tout ça. On l'a vu hein, en ce début de saison. Donc là, il faudrait le vendre. Ça me rappelle un petit peu tous les débats autour de Pedri qui était souvent blessé et comme quoi fallait le vendre aussi. Heureusement qu'on l'a pas fait. Je pense que, enfin j'espère. Après, j'y crois moyen parce qu'il y a des joueurs quand même qui ont tendance à se blesser. C'est comme ça. Un staff technique ne peut pas échanger grand chose. Mais ce qui serait bien, c'est qu'il y ait vraiment un programme spécifique pour Olmo, que le staff technique, le staff médical fasse vraiment une préparation vraiment ciblée sur lui par rapport à son corps, par rapport à tous ces problèmes qu'il peut avoir, tout ça. Et essayer de faire en sorte vraiment de faire une vraie préparation parce que Dani Olmo est arrivé assez tard au Barça. Il n'a pas forcément pu faire la prépa, si je ne m'abuse. Donc je dirais que ça a pas aidé, disons. Donc ça serait bien déjà de voir comment le staff technique peut essayer de faire en sorte que le joueur se blesse moins, quoi, tout simplement. Essayer de faire une préparation vraiment spécialement pour lui. Et peut-être qu'on va avoir une belle surprise. Peut-être qu'il se blessera beaucoup moins, tout ça. Maintenant, voilà, c'est Olmo. Hein. C'est un joueur qui a beaucoup de talent, mais qui se blesse très souvent. S'il ne le permet pas, ça ne permet pas d'être régulier en soi. Si Dani Olmo n'est pas très très régulier, c'est que physiquement il est jamais vraiment à fond, vraiment à 100%. Parce que s'il était vraiment bien physiquement, Dani Olmo serait vraiment un top joueur. Top joueur. Mais voilà, c'est son physique qui l'empêche de performer, d'être à très haut niveau, on va dire, très souvent. C'est malheureux, mais c'est comme ça, quoi. Maintenant, est-ce qu'on doit vendre le joueur absolument, sachant qu'on vient de l'acheter, on a investi quand même sur lui? Ça n'arrivera pas. Et je ne pense pas non qu'on doive le vendre. Parce que pour moi, Dani Olmo, dans son profil, c'est vraiment un joueur typiquement qui a totalement sa place en tant que titulaire dans cette équipe. Totalement. C'est vraiment lui qui... S'il y a un joueur qui représente, ou un des joueurs peut-être de l'équipe qui représente le plus le jeu de Flick, le football de Flick, c'est Dani Olmo. Ça n'aura aucun sens pour moi de le vendre. Il faut essayer de voir si on peut pas faire en sorte qu'il se blesse moins. Ensuite, question de Victor qui dit est-ce que le match, est-ce le match le plus abouti des milieux de terrain qu'on ait vu cette année? Fou, non? Il y a moyen que ça soit un des matchs les plus aboutis des milieux de terrain. Bon, je sais pas si c'est le match, mais oui, ça fait partie des matchs les plus maîtrisés vraiment au milieu de terrain, mais c'est pas étonnant.
parce qu'on a joué avec 4 milieux, donc forcément il y avait encore plus de milieux, donc plus de contrôle dans cette équipe, dans ce milieu de terrain. Et puis on a des milieux quand même qui s'entendent très bien. Pedri, De Jong, ça fonctionne vraiment les yeux fermés. Et puis à côté, tu as des milieux comme ça qui viennent en soutien. Tu as vraiment le gros contrôle du milieu de terrain de Pedri, De Jong. Vraiment en termes de jeu, de contrôle, le jeu passe par eux. Quasiment tout le jeu passe par eux. Toutes les passes, tout ça passe par eux. C'est vraiment eux qui font le jeu, qui distribuent tout ça. Et puis autour, tu as des plus, on va dire. Les gars qui viennent en soutien, on va dire. Et ça, c'est des Dani Olmo, des Fermin ou des Gavi. Et ces mecs-là, ils viennent s'approcher un peu de ces deux-là, de Pedri, De Jong, qui centralisent tout le jeu et qui viennent un peu en soutien, tu vois. Et il y a des joueurs un peu qui se baladent autour, des électrons libres, tu vois. Mais les deux vraiment au milieu, c'est vraiment le contrôle total, quoi, du jeu. Donc ça aide énormément. Ça aide énormément. Et puis en plus, les deux, t'as l'impression qu'ils peuvent jamais perdre la balle, tu vois. Ils sont toujours sous pression, tac, ça se retourne, hop là, et c'est trop. Puis ils jouent très proches aussi, donc ils se font beaucoup de passes entre eux. Vraiment, il y a un contrôle vraiment total du milieu de terrain. C'est très beau à voir. C'est très beau à voir. Dernière question de Calvin qui dit, ou Calvin, qui dit salut Café, salut Calvin. Tu remontes dans le train de Jong. Je suis en train de réfléchir, est-ce que je suis descendu du train de Jong? Je sais pas. Je sais pas si je pourrais dire que je suis descendu du train de Jong, c'est vous qui allez me le dire. Mais moi, il y a des choses qui m'ont saoulé avec De Jong, ça c'est clair. Je ne m'en cache pas, je l'ai dit 1 milliard de fois. C'est son délire de prolongation, de contrat, tout ça. C'est pas vraiment le terrain en soi. Après, là, De Jong est revenu au début de saison et il était pas bon. J'ai dit qu'il était pas bon, voilà, ça s'arrête là. Dès qu'un joueur il fait un mauvais match, je vais pas vous dire ouais bah il faut le vendre, tu vois. Je partirai pas là-dessus dans le, tu vois, direct. Et puis après il fait un bon match, ballon d'or. Puis après il enchaîne un mauvais match, faut le vendre. Ça n'aurait pas de sens. Faut quand même voir sur le long terme. J'attendais de voir De Jong et moi je l'avais dit en début de saison, je pensais que De Jong vraiment allait. J'étais très curieux de voir le De Jong sous Flick et j'étais persuadé que Flick allait faire de Jong un joueur très intéressant. Maintenant voilà, au début c'était pas bon tout ça. Bref, mais De Jong la saison alors la saison dernière c'était un peu plus compliqué parce qu'il s'est blessé tout ça, mais la saison d'avant ça a été le meilleur De Jong peut-être avec cette saison du coup, et peut-être que De Jong va monter en puissance et va devenir encore meilleur, mais la version la meilleure de Jong pour moi, elle était il y a 2 ans à côté de Busquets dans le double pivot. Et à ce moment-là, j'étais pas, si vous voulez, j'étais dans le train de Jong, je sais pas comment on peut dire ça, mais en tout cas, je voulais pas le vendre, tu vois. Pour moi, il n'y avait pas d'intérêt à vendre De Jong parce qu'il était très bon, il apportait vraiment à cette équipe. Du moins que les joueurs sont bons et apportent vraiment à l'équipe, il n'y a pas de raison de les vendre, tu vois. Maintenant, s'il y a un joueur qui veut pas prolonger, qui a un gros salaire et qui n'est pas important pour l'équipe, bah là je vais vous dire il faut le vendre, tu vois. Mais après bon, ça parle de train, de gare routière, d'avion, de transport. Voilà, je ne suis pas dans les transports. Mais oui, si vous voulez, je remonte dans le train de Jong si j'étais descendu. Moi, tant que le joueur il apporte, je serai dans le train. C'est à partir du moment où le joueur il apporte pas et il a pas le niveau du club et en plus de ça il est pas concerné par le projet. C'est surtout ça qui me dérange. Comme avec Ronald quand il faisait sa princesse à pas vouloir prolonger, ben c'était pareil. J'étais pas forcément très satisfait de ça, tu vois. Moi les joueurs, il y a pas de problème. À partir du moment où ils sont impliqués dans le projet et qu'ils apportent un minimum à l'équipe, il y a pas de problème à ce qu'ils soient au club, hein. Mais bon, si ça commence à faire un petit peu les rostas, à se faire un peu désirer alors que sur le terrain ils sont pas exemples de tout reproche, là c'est la fessée. Bref, j'espère que ça vous a plu cette vidéo. On se laisse ici, on se retrouve demain pour l'avant-match Barça-Girone parce que oui, le Barça ne s'arrête jamais de jouer. À demain, ciao.